Comment développer un corps qui est fort, qui est souple, musclé, qui a une bonne posture et qui sait faire des mouvements complexes? Tel est le résumé des questions que vous m'avez posées pour la grande FAQ. Je vais donc répondre à chacune de vos questions qui vont de recommandations d'exercices de souplesse à l'acquisition de mouvements très complexes et spécifiques jusqu'à des questions personnelles qui concernent mes propres entraînements. Alors j'ai mon PC sur lequel j'ai noté vos questions et aussi quelques notes. Donc, de temps en temps, je regarderai vous, de temps en temps, je regarderai mon PC. C'est comme ça que je vais faire cette vidéo. Et je vous ai également mis l'horodatage des questions dans la description de manière à ce que vous puissiez regarder seulement ceux qui vous intéressent parce que la vidéo risque d'être longue, mais vous pouvez également l'écouter en mode podcast si ça vous intéresse. Alors je dois t'avouer que je n'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à cette situation-là. Néanmoins, si je devais te recommander des choses, je dirais qu'il y a 3 points importants sur lesquels tu devrais travailler. Premièrement, ce serait probablement la rotation externe au niveau des hanches. Parce que, à mon sens, beaucoup de personnes se trouvent dans la situation que tu décris parce que, puisqu'il manque de rotation externe au niveau des hanches, leurs jambes ont tendance à toujours être retournées vers l'intérieur. Et pour compenser cette rotation interne au niveau des jambes, les pieds vont aller vers l'extérieur pour te permettre de marcher de manière droite. Parce que si tous tes jambes et tes pieds étaient orientés vers l'intérieur, tu ne pourrais pas marcher correctement. Donc c'est seulement le moyen, on va dire, de tes pieds pour te permettre de bien marcher. Et donc, à ce moment-là, moi, ce que je conseillerais de faire, c'est des variantes de pigeon, qu'elles soient passives, qu'elles soient actives, qu'elles soient lestées, de les faire avec une forte intensité, 2 fois par semaine, en appliquant une surcharge progressive. Ça, c'est la première chose que je peux te conseiller. La deuxième chose que je peux te conseiller, ce serait de faire du travail opposé, c'est-à-dire du travail de rotation interne. C'est-à-dire que par exemple dans certains cas, je vois des personnes ont beaucoup trop de rotation externe au niveau des hanches, ce qui ramène en fait toutes les jambes vers l'extérieur, ce qui fait que à la fois la cuisse orientée vers l'extérieur, comme tes genoux et donc comme tes pieds. Donc à ce moment-là, au lieu de compenser, ce qui était le cas avec tes pieds lors du premier cas, là ce qu'ils font, c'est simplement suivre le reste de la jambe. Et donc, pour contrecarrer ça, il serait intéressant de faire du travail de rotation interne. Et alors, j'ai fait des vidéos spécifiques à ce sujet sur ma chaîne, donc tu pourras les retrouver. Mais l'exercice principal que je te conseille, c'est le Figure 4 Lift, qui à mon sens est très efficace. Donc ce que tu peux faire, c'est simplement 2 fois par semaine, tu vas faire un exercice de rotation externe et tu vas faire un exercice de rotation interne pour être sûr de pouvoir toucher à tous les problèmes potentiels qui pourraient impacter ta situation. Mais donc, à mon sens, dans tous les cas, ce serait un problème de rotation au niveau des hanches. Mais comme dit, je n'ai pas suffisamment d'expérience dans ce domaine pour te donner une réponse avec beaucoup de confiance. Et le troisième point sur lequel tu pourrais potentiellement travailler, ce serait tes pieds. Donc peut-être que de par la structure de tes pieds, naturellement ils auront tendance à s'orienter vers l'extérieur. C'est aussi quelque chose c'est une chose sur laquelle tu pourrais potentiellement travailler. Donc voilà les 3 points que je conseille. Et en plus de ça, ce qui est important, c'est après avoir fait un certain travail de mobilité et de force pour justement te permettre à tes hanches et à tes pieds de pouvoir bouger normalement, à ce moment-là, ce sera très important que tu te forces régulièrement lorsque tu vas marcher, de garder tes pieds parallèles et de marcher en étant droit. Néanmoins, c'est quand même important de signaler le fait que la situation dans laquelle tu te trouves, non seulement elle n'est pas rare, c'est le cas de beaucoup de personnes, mais en plus de ça, elle n'est pas fondamentalement dangereuse. Donc ce n'est pas quelque chose que tu as forcément besoin de rectifier, à part si tu le fais, imaginons, simplement dans une optique qui est esthétique, et je peux tout à fait comprendre. Donc voilà mes éléments de réponse. Alors quand tu fais référence au lateral stretch, je suppose que tu as fait une erreur de frappe et que tu voulais parler de la flexion d'épaule et non de l'extension, parce que le lateral stretch, il améliore la flexion d'épaule, donc ta capacité à lever ton bras devant toi et de le faire vraiment avec une bonne amplitude. Alors en effet, pour moi, le lateral stretch est probablement le meilleur exercice qu'on peut faire pour améliorer la flexion. Néanmoins, il y a d'autres options qui sont intéressantes que tu pourrais mettre en place dans tes entraînements. Le premier exercice qui me vient par la tête, c'est le Trap Free Raises, qui est un exercice qui va
travailler les trapèzes et qui va travailler finalement en fait la force en flexion. Donc c'est un exercice où tu vas simplement, en gardant une rétraction et une dépression des omoplates, donc le fait de garder les omoplates l'une contre l'autre et vers le bas, tu vas lever le bras le plus haut possible en essayant de garder cette dépression et cette rétraction. C'est ça qui est dur, parce que juste lever le bras, c'est simple. Mais de le faire en gardant la dépression et une rétraction, ça devient plus dur. Plus tu vas te pencher en avant, plus la gravité va jouer un rôle, plus ça va être dur. Si en plus maintenant tu prends un poids, ça va être encore plus dur. Et seulement utiliser un poids de 1 ou 2 kg, ça va être amplement suffisant pour avoir suffisamment d'intensité lors de cet exercice qui est déjà très dur tel quel. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place 2 fois par semaine, en plus du latri stretch, pour améliorer finalement ton amplitude active en flexion d'épaule. Autre chose que tu peux faire, c'est simplement du hanging traditionnel. C'est-à-dire, tu t'accroches avec tes 2 mains à la barre, tu gardes les bras tendus, tu relâches complètement les épaules et simplement faire du hanging régulièrement, ça a tendance à augmenter la flexion d'épaule chez les personnes qui sont déjà pas mal rigides. Pour une personne déjà souple, ça va pas aider, mais pour une personne qui est très rigide, ça peut déjà beaucoup aider. Et en plus de ça, ce que tu peux faire, si tu veux vraiment faire un travail profond de flexion d'épaule, il faudra vraiment beaucoup travailler sur la souplesse de ton dos parce que c'est un des facteurs limitants en ce qui concerne la flexion d'épaule. Donc ce que tu peux faire, c'est du hanging unilatéral, mais sur le côté. Donc grosso modo, tu vas t'accrocher, imaginons à un anneau, à une barre seulement à un bras et le reste de ton corps va rester au niveau du sol. Et donc le but c'est simplement, et tu vas te mettre sur le côté par rapport à la barre pour étirer toute cette portion-là et ça va te permettre de gagner beaucoup en mobilité. Donc là, c'est plus du travail passif qu'on va faire. Imaginons de 3 à 5 séries de 40 secondes à 1 minute dans cette position que tu peux faire du coup en plus des autres exercices desquels on a parlé. Et pour ce qui est des trap free raises, moi ce que je te conseille, simplement de faire des séries d'une dizaine de répétitions. Donc voilà en ce qui concerne mes recommandations. Alors Strong First c'est bien, mais à mon sens, d'un point de vue minimaliste, c'est surcoté, je trouve, parce qu'en fait, pour moi, tout le travail de kettlebell est surcoté. C'est un outil qui est très intéressant dans une préparation physique générale, mais un outil parmi d'autres. Mais l'utiliser en tant qu'outil principal, à mon sens, c'est une erreur parce que c'est pas ça qui va beaucoup développer ta force de poussée, c'est pas ça qui va beaucoup développer ta force de tirage non plus. C'est juste un exercice général. On va bosser plein de choses en même temps, mais finalement, on va devenir bon à rien. Et en ce qui concerne l'autre personne que tu as mentionné, TacFit, il me semble, moi c'est ça. Ça, je connais pas, donc je peux pas te donner mon avis. Mais en ce qui concerne, pour moi, le vrai travail minimaliste, il n'y a rien de mieux que ce que recommande Philippe Chubb, Mindful Mover sur Instagram. C'est de seulement faire du travail de force 1 à 2 fois par semaine, mais à une très forte intensité. C'est-à-dire que tu vas simplement choisir déjà premièrement les exercices qui vont donner le plus de résultats. C'est ce qu'on appelle les Big Five. Alors on a le squat, on a les front lever rows, on a les variations de traction à une main pour arriver vers ces mouvements. C'est pas forcément atteindre ces mouvements, mais aller vers ces mouvements. Et pour la poussée, on a les pompes en planche et on a les pompes en poirier. Ça, ce sont les Big Five, les exercices les plus importants pour à la fois développer un haut du corps fort et un bas du corps fort. Et donc, mais bien sûr de manière minimaliste. Et donc, lui, ce qu'il conseille, c'est de faire ces exercices 1 fois par semaine, ça suffit. Dans certains cas, 2 fois par semaine si on veut un peu plus de résultats, mais juste une seule fois par semaine. Et ce que tu fais, c'est que tu fais de la résistance accommodée. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un exercice normal, l'intensité, elle n'est jamais constante. C'est-à-dire que l'intensité va être élevée lors de la phase concentrique du mouvement, la phase de montée. Mais puisqu'on est toujours plus fort lors de la phase excentrique, la phase de descente du mouvement, l'intensité sera moins grande. Donc l'intensité monte lors de la phase concentrique, descend lors de la phase excentrique et ainsi de suite. Donc à chaque fois, ça fait des vagues. Faire de la résistance accommodée, c'est de faire en sorte au lieu d'avoir des vagues, on va juste avoir une tension qui va être très haute et qui va être constante. Et donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est lors de la phase excentrique, c'est de la ralentir davantage, utiliser des jeux de levier pour faire en sorte que mécaniquement
comment cette phase devienne plus dure. Il y a plein de choses à mettre en place, hein. C'est dur de t'en parler de cette manière, mais j'avais fait une vidéo spécifique à ce sujet. Je crois que c'est comment s'entraîner qu'une seule fois par semaine ou l'entraînement minimaliste. Enfin, tu peux retrouver ça, c'est dans un des guides ultimes, dans ma playlist guide ultime. J'ai aussi fait un interview de Philippe Chubb. C'est un interview en anglais parce que c'est un préparateur physique américain, mais j'ai tout traduit en français. Donc là, on en parle davantage avec des exemples précis et visuels. Ça permettra de mieux comprendre. Et donc, il fait ça en utilisant des paires. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un exercice après l'autre, imaginons toutes les séries de traction, toutes les séries de pompes, et ben tu fais une série de traction, récup, une série de pompes, récup, une série de traction, récup, une série de pompes, récup, etc. jusqu'à ce que toutes les séries soient terminées. Et en fait, de faire ça, ça te permet d'avoir plus de récup pour la même durée de séance, et puisque tu as plus de récup, tu peux travailler avec une plus forte intensité. Donc c'est à chaque fois la mise en place de techniques d'intensification par rapport aux exercices les plus importants. Tu fais ça à une intensité incroyable, juste une seule fois par semaine. Moi j'avais fait même un coaching à Philippe Chubb pendant 6 mois et j'avais eu d'excellents résultats. Et donc à mon sens, en termes de travail de force minimaliste, il n'y a rien de mieux. Et aussi de ce que je vois, les gens qui sont fait coacher par Philippe Chubb, leurs résultats sont bien plus impressionnants que ceux qui font juste du travail kettlebell, où on se dit ok, vous êtes bon par rapport au travail de kettlebell, mais c'est à peu près tout, grosso modo, ce que je vois les résultats de ces gens-là. Après, si en parlant de Strong First, il faisait par exemple davantage référence à ce que disait Pavel Tsatsouline en ce qui concerne la méthode Grease the Groove, c'est-à-dire tout au long de la journée de faire juste quelques exercices pour vraiment travailler toujours avec une très forte intensité, développer une coordination spécifique à ces mouvements et donc devenir très bon. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. De prendre juste quelques mouvements, les faire tout au long de la journée, c'est excessivement viable aussi. Donc après, fais ce qui te convient le mieux. Je pense que pour l'écrasante majorité des gens, seulement faire une séance de force, avec une méthodologie comme celle que préconise Philippe Chubb, eh ben, c'est ce qui va probablement avantager le plus de personnes parce que pas tout le monde peut se permettre au taf de faire des pauses régulières pour faire plein d'exercices différents. Surtout des exercices, imaginons, qui nécessitent du matériel. Alors non, je ne connais pas. Spontanément, je trouve que ça fait très marketing. Ça fait vraiment pas sérieux d'un point de vue scientifique. Ça fait, enfin, c'est juste mon jugement comme ça. Je ne connais pas précisément ce qu'ils proposent. Ça se trouve, c'est très bien. Je ne sais pas, en toute honnêteté. Mais comme ça, je trouve que ça fait très marketing. Ah, voici le truc que personne connaît, que personne ne fait, et en fait, ça va changer votre vie. Alors que pour moi, tous les préparateurs physiques sérieux que je connais qui ont permis à leurs clients d'avoir d'excellents résultats, eh ben, ce qu'ils proposent, c'est simplement une version très terre à terre de choses qui se faisaient déjà il y a une vingtaine, une trentaine d'années, et que finalement c'est excessivement rare qu'il y ait quelque chose de véritablement révolutionnaire en termes de préparation physique ou en termes de science de manière générale. Donc, quelles sont les chances que ces personnes-là proposent réellement quelque chose qui réponde à ce critère? J'aurais tendance à dire que c'est assez faible, mais comme dit, je ne connais pas ce qu'ils font, donc peut-être que j'ai tort. Et si un jour je fais davantage de recherches, eh ben, je n'hésiterai pas à lui dire publiquement, ben voilà, je me suis trompé, en effet, c'est intéressant. Et donc pour l'instant, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est du marketing qu'autre chose. Alors, il y a une littérature scientifique de plus en plus émergente par rapport à ce sujet. Il y a notamment un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Greenbaum ou Fogelbaum, un truc comme ça, un nom allemand, mais un gars, un chercheur qui est argentin, je crois, mais qui parle pas mal de ce sujet. Et généralement, ce que la littérature scientifique remonte à chaque fois, c'est en fait l'importance cruelle du travail de force en ce qui concerne bien sûr le développement de la force spécifiquement, mais aussi le développement de la coordination, le développement même du QI chez les enfants. Enfin, ça a énormément de vertus. Donc c'est pour ça que le travail de force, c'est une fondation excessivement importante. J'avais fait aussi une vidéo dans le passé où j'expliquais pourquoi ou dans quelle mesure la force est la qualité physique la plus importante qui existe, parce qu'elle va positivement influencer toutes les autres qualités physiques, c'est-à-dire la souplesse, l'endurance, la vitesse et la coordination, à condition
qu'on mette en place un travail de force qui est intelligent. Donc c'est pour ça que le travail de force c'est très très important pour tout le monde et dès que les enfants peuvent se permettre de faire du travail de force, c'est-à-dire que dès qu'ils peuvent comprendre finalement des critères d'exécution plus ou moins précis. Mais il n'y a pas besoin d'atteindre un certain âge pour effectuer du travail de force, contrairement aux idées préconçues qu'ont certaines personnes. J'avais fait une vidéo spécifique il y a plusieurs années avec la littérature scientifique à ce sujet. N'hésite pas à la retrouver. Je me souviens plus du titre, mais bizarrement je me souviens de la miniature et où j'avais mis la photo d'un enfant roux. c'est tout ce dont je me souviens, mais en tout cas tu pourras retrouver ça. Et je crois que c'est comment avoir des enfants forts. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là et tu pourras donc sûrement retrouver la miniature. Et donc, c'est pour ça que je conseille du travail de force. Mais pas juste du travail de force pour du travail de force. À mon sens, surtout, lorsqu'on a un enfant, le développement moteur, il est très important. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, de mélanger cette force à d'autres qualités physiques, comme la souplesse, comme la coordination. Mêler ça, finalement, à de l'acquisition de nouveaux mouvements. Et donc, pour avoir une bonne base, je pense que la gymnastique, c'est véritablement excellent. Parce qu'il va travailler sa force, il va travailler sa souplesse, il va travailler son explosivité, sa coordination. C'est aussi quelque chose qui demande des critères d'exécution qui sont très précis. La gymnastique, c'est un sport très précis. Et donc, ça force le corps à s'organiser spécifiquement vers des objectifs qui sont donc ultra spécifiques, mais qui restent comme général en termes de bonne fondation. Donc, moi, ce que je conseille, c'est la gymnastique. Mais puisque c'est précis, après, par la suite, c'est intéressant justement de faire des pratiques sportives où il y aura aussi un système d'acquisition motrice, mais qui sera beaucoup plus libre, comme on pourrait, par exemple, le retrouver en danse contemporaine. Et donc là aussi, ça va être excessivement intéressant puisque cette notion de travailler avec d'autres personnes, travailler avec du rythme, travailler avec des espaces restreints, des espaces grands, travailler avec différentes qualités. Donc ça, c'est très intéressant. Faire des mouvements rapidement, mais aussi faire des mouvements lentement. Par exemple, cette notion de lenteur, c'est une notion qui est absolument inexistante en gymnastique, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et par la suite, je pense aussi tout ce qui est sport d'équipe, c'est important d'apprendre finalement à bouger notre corps par rapport à d'autres corps, par rapport aussi à d'autres objets comme des ballons, ça peut être aussi d'autres sports par la suite, des sports de raquettes aussi, imaginons, des sports de duel, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Donc ça, c'est des choses que tu peux mettre aussi en place par la suite. Et on va dire vers le milieu de l'adolescence, à mon sens, là, ça devient très intéressant de mettre en place des pratiques à risque. Et parce que si on ne met pas sa peau en jeu, entre guillemets, si on ne prend pas des risques, eh ben, on ne peut pas véritablement développer un corps fort. C'est comme si tu dis à ton gosse, ah non, ne grimpe pas sur l'arbre, ah non, ne saute jamais là-dessus, eh ben, finalement, il va rien faire avec son corps, et à force de rien faire, eh ben, il ne saura rien faire. Donc, cette notion de risque, elle est importante. Et surtout, lorsqu'on est jeune, c'est important de comprendre qu'on n'est pas invulnérable et que donc, de temps en temps, eh ben, on se casse la gueule, de temps en temps, on se casse le poignet, c'est comme ça, mais ça, c'est quelque chose qui nous rend plus forts. Donc, c'est pour ça que des pratiques comme le parcours, à condition que ce soit une pratique soit bien encadrée, eh ben, ça peut apporter énormément de choses en termes de véritable force de mouvement, mais aussi en termes de confiance en soi. Donc voilà quelques pistes sur lesquelles tu pourrais travailler. Alors j'ai pratiqué plein de sports différents, donc ça va être dur pour moi de me souvenir de tout. J'ai pris quelques notes, donc je vais lire ce que j'ai écrit. Alors ce que j'étais jeune, eh ben, c'était principalement du judo. Non pas que je voulais personnellement faire du judo, c'est surtout, on va dire, mes parents qui voulaient que je fasse une activité sportive. Et vu que j'avais un pote à l'époque, parce que j'étais tout petit, qui faisait du judo, et ben ils m'ont mis dans le même club également. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'était mon activité principale pendant longtemps, jusqu'à ce que j'ai déménagé, toujours parce que j'étais enfant, mais cette fois-ci dans le sud de la France. Et à ce moment-là, en fait, parce que j'habitais dans le sud de la France,
on était à l'écart de tout, je vivais dans la forêt et donc je passais mon temps à grimper sur des arbres, à sauter des arbres dans des buissons, à naviguer tel un animal dans la forêt. C'était quelque chose qui était excessivement intéressant en termes de développement moteur et j'en devenais fou. Ce que disait ma mère, c'est que j'étais comme un fou à grimper sur tout tellement que j'adorais faire ça et en termes de confiance corporelle, ça m'a apporté beaucoup. Donc ça c'était les sports par lesquels j'ai commencé. Tiens, je l'ai pas marqué mais ça m'y fait penser. J'ai fait aussi du foot, comme à peu près tout le monde en France, hein, j'ai l'impression. Au début j'étais défenseur et après je suis passé gardien de but et j'étais un bon gardien de but. En défense j'étais un gars normal, j'étais pas particulièrement bon, j'étais pas mauvais non plus. Si peut-être un moyen ou peut-être un peu moins, je sais pas en défense, mais gardien, j'étais vraiment très bon, ça pour le coup. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté tout simplement parce que c'était trop de pression émotionnelle pour moi d'être gardien. Parce que lorsque t'es gardien, finalement, tout est ta faute. Tu te prends un but, c'est toujours ta faute. C'est jamais la faute de la défense, c'est jamais la faute des autres joueurs. Mais donc voilà, j'ai fait du foot pendant plusieurs années également. Après, lorsque j'ai commencé à être jeune ado, je me suis mis au BMX. Ça, j'ai adoré. Je faisais du BMX dans la rue. De temps en temps, lorsque c'était possible, j'allais au skatepark. Mais je faisais du BMX régulièrement et j'avais un niveau correct, quoi. Je pouvais faire des trucs cool sans faire des choses extravagantes pour autant. Ensuite, j'ai commencé après, plus tard, je pense que c'était au milieu de l'adolescence, on va dire fin de première, il me semble. J'aurais tendance à dire fin de première ou début de la terminale, je sais plus, mais en tout cas j'ai commencé, fin de première je crois, non milieu de première, bref, grosso modo dans ces périodes-là j'ai commencé à faire de l'escalade, à en faire activement, à devenir bon également. C'est pendant aussi cette période que j'ai commencé à m'intéresser au travail de force. Donc je faisais du travail de musculation, juste pour être beau, que je faisais au poids du corps. Mais rien de très sérieux pour autant, parce que je savais pas comment m'entraîner. Donc je suivais simplement des routines qu'on pouvait trouver sur YouTube à l'époque. Donc voilà, ça devait être en 2012, un truc comme ça. Donc à cette époque, 2011-2012, il n'y avait pas grand chose sur YouTube. C'était un peu de la merde, mais bon, je faisais ce qu'il y avait. Et j'avais quand même des petits résultats, donc c'était quand même sympathique. Et donc voilà, escalade et de la muscu au poids du corps. Et une fois par semaine, je faisais de l'aïkido. C'est juste parce que je voulais faire un sport de combat et du coup voilà, je me suis mis à l'aïkido parce que là du coup j'étais à ce moment-là déjà en Alsace. Dans un village, du coup il n'y avait vraiment pas grand chose à proximité en termes d'activités sportives. Pour l'escalade, j'allais en Allemagne parce que mon lycée était proche de la frontière allemande, parce que je sais pas si vous le savez, mais je suis allemand également, je suis français également, français de par ma mère, allemand de par mon père. Et donc voilà, j'allais faire de l'escalade en Allemagne, à Saarbrück. Et donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, et donc voilà, et du coup, grosso modo, à côté, dans mon village, j'avais juste de l'aïkido, je faisais de l'aïkido une fois par semaine. En termes de mouvement, c'est intéressant. En termes d'art martial, ce n'est vraiment pas du tout quelque chose que je conseille si vous voulez apprendre à vous défendre. L'aïkido n'est clairement pas le sport par lequel vous devez passer. Mais en termes de mouvement, ça reste intéressant. Après, toute pratique physique, si on y met du sien, est intéressante d'un point de vue moteur. Donc voilà, et quel après a été le déclic pour m'orienter vers le mouvement? En fait c'était plein de choses. J'en avais déjà parlé mais il y a très longtemps, mais grosso modo lorsque j'étais en fac de sport, un matin je me suis levé avec une douleur mais horrible. Tellement horrible que je ne pouvais plus marcher correctement, je marchais comme un handicapé et logiquement je suis allé voir pas mal de médecins, je suis allé voir pas mal de kinés et ils ne trouvaient pas la solution à mon problème. On me disait tu as une hernie discale, ça va rester grosso modo à vie à peu de choses près, fais des étirements des ischios, travaille ton gainage et voilà ce qu'on peut te proposer grosso modo dans les grandes lignes. Alors que vous imaginez, travailler mon gainage, j'en avais pas besoin, j'étais en fac de sport, je faisais énormément de sport. L'escalade en fac de sport, c'est mon sport de prédilection, donc j'avais un bon gainage, ça c'est pas quelque chose qui me manquait, mais voilà, tout ce qu'on mettait en place, différents médecins, différents kinés, ça ne m'aidait pas et donc ça me mettait énormément de pression parce que je me sentais mal, j'étais comme un handicapé, je pouvais pas faire du sport, surtout qu'en fac de sport, en STAPS. Si vous ne pouvez pas participer aux activités sportives, si vous ne pouvez pas participer aux examens sportifs, on vous met 0.
Donc aussi, d'un point de vue académique, ça me mettait une pression qui était monstrueuse, donc je voulais trouver une solution. Et j'ai eu de la chance, grâce à mon coloc à l'époque, eh ben, il connaissait Ido Portal. Alors Ido Portal, c'est un coach de mouvement israélien, et lorsque j'ai découvert ces vidéos, je trouvais ça très intéressant, puisqu'il commençait à parler donc, de cette approche de mouvement, du fait d'avoir un corps qui est fonctionnel, et il disait, mais on s'en fout d'avoir des gros muscles, ce qui est important, c'est ce que tu es capable de faire avec ces muscles. Et moi, à l'époque, je me disais, un corps fonctionnel, c'est un gars qui sait soulever des poids, qui sait soulever son propre poids du corps et qui a un bon cardio. C'est pour moi ça, l'idée d'un corps qui est fonctionnel. Mais il disait, non, c'est pas ça. C'est est-ce que tu es capable de ramper? Est-ce que tu es capable de sauter, de grimper, de passer en inversion? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Quels sont tous les patterns de mouvement que tu maîtrises? Et je me suis dit, waouh, en fait, je maîtrise rien du tout. En fait, je sais rien faire avec mon corps. Non, je sais littéralement rien faire. Je suis en fac de sport, mais finalement, en termes de pattern de mouvement, je ne sais pas faire grand-chose. Je sais que faire des trucs excessivement précis, mais en dehors des situations précises, je ne sais rien faire. Et aussi, parallèlement à ça, Ido Portal, il coachait Conor McGregor, qui est un combattant de MMA. À l'époque, il était excessivement connu. Là, moins, parce que il combat plus trop. Mais à l'époque, il était excessivement connu. Et c'est aussi à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au MMA. Donc, mon coloc qui me parle d'Ido Portal, et en plus je vois Ido Portal qui coach Conor McGregor, qui était une méga machine à l'époque en termes physiques, en termes de combat, en termes de charisme. Donc je me suis dit allez bon, je vais essayer. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé par des protocoles de santé, simplement recommencer à bouger. Et aussi par la suite j'ai pu trouver un bon kiné qui avait aussi une approche de mouvement, qui connaissait aussi Ido Portal et qui a pu m'aider aussi à aller mieux. Donc c'est comme ça, en fait, en m'intéressant à l'augmentation de mes capacités de mouvement, que j'ai vu que ces choses fonctionnaient. Et au bout d'un moment, non seulement je commençais à devenir souple alors que je n'avais jamais été souple dans le passé, et j'ai commencé à pouvoir mieux bouger, et au bout d'un moment, je n'avais plus mal au dos. Je me dis, c'est dingue. Tout ce qu'on m'a proposé avant, les médecins, les kinés, ça marchait pas. Là, j'essaie d'apprendre à mieux bouger, d'apprendre de nouveaux mouvements, à mobiliser mon dos comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Et boum, au bout d'un moment, je n'avais plus mal. Donc, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose que je dois creuser. Donc ça, c'est un peu la version rapide de ce qui s'est passé. Mais donc voilà. En fait, ça dépend des périodes et ça dépend de mes objectifs. C'est-à-dire que j'avais des périodes, notamment, il me semble, en 2021 et en 2022, où j'avais vraiment énormément d'objectifs différents. J'avais aussi pas mal plus de temps libre aussi à l'époque. Et donc, je bossais vraiment plein de choses différentes. J'avais plusieurs coachs qui me suivaient en même temps. Tout l'argent que je faisais, je le balançais en formation, en coaching, etc. pour devenir meilleur. Donc, à l'époque, je devais m'entraîner, je pense, au moins 3 heures par jour parce que j'avais mon coaching de force où je me faisais coacher par rapport au travail de force, par rapport au mouvement du poids du corps. Je faisais du travail de pratique environnementale. Vous pouvez voir ça comme le parcours, mais dans une dimension qui est plus orientée vers le mouvement, où je me faisais coacher par Marcelo Palozzo, si vous connaissez. Donc avec lui, je travaillais pratiquement 1 an et demi, un truc comme ça. Et donc voilà, donc j'avais ces 2 coachs. Et en plus de ça, j'allais à des cours de mouvement à Paris à l'époque. Donc ça faisait 3 choses en même temps. Et du coup, je travaillais je m'entraînais grosso modo 3 heures par jour, ce qui correspondait vraiment tous les jours, ce qui correspondait grosso modo à 21 heures par semaine. Mais donc ça, c'était par période. Par exemple, là, je suis dans une période où ma pratique physique est à mes yeux moins importante parce que j'ai 2 objectifs qui m'intéressent plus. Notamment le fait que, comme je l'avais dit récemment dans une de mes vidéos, que j'ai commencé à voyager à temps complet, sachant que le voyage c'est une de mes plus grandes passions dans la vie, et donc je suis plus orienté vers ça. Je suis plus orienté aussi au travail que j'effectue avec Mouvement Conscient, la création de formations, etc. Et pour me permettre de me sentir aussi suffisamment stable financièrement. Donc c'est les choses vers lesquelles je m'oriente davantage, et donc à cause de ça, ma pratique elle est relativement minimaliste. Je m'entraîne grosso modo 1 heure par jour, tous les jours de la semaine, le week-end y compris. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais principalement du travail de force et du travail cardiovasculaire / de marche, et dans une certaine mesure, juste un tout petit peu du travail de souplesse pour garder certains acquis. Mais voilà, c'est majoritairement du travail de force et de la marche, de la course.
principalement de la marche, juste parce que c'est simple, j'ai pas besoin de me poser des questions, c'est quelque chose que je peux faire partout, dans n'importe quel pays, même si je me retrouve dans un village au bout du monde où il n'y a rien à faire, je pourrais toujours faire du travail de force, je pourrais toujours marcher, ça me prend pas d'énergie mentale, où j'ai pas besoin de travailler sur des choses très complexes, et donc je peux utiliser toute cette énergie mentale pour organiser mes voyages, et pour aussi voyager, ça prend comme pas mal d'énergie émotionnelle, et aussi pour tout mon taf qui me demande aussi pas mal d'énergie émotionnelle, et donc voilà, donc c'est pour ça que là je suis plus en mode en mode stand-by, donc voilà, 1 heure par jour tous les jours. Et ce que je compte faire à partir du moment où j'aurai envie de voyager et de rester plus longtemps quelque part, à ce moment-là, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est reprendre à fond le jiu-jitsu brésilien, comme j'en faisais lorsque j'étais à Paris pendant une période. Et donc là, j'ai vraiment envie d'en faire à fond, imaginons au moins 5 à 7 fois par semaine, ou en fonction du pays dans lequel je me trouve, de la boxe thaï. C'est aussi quelque chose que j'ai toujours eu envie d'en faire beaucoup. J'avais déjà testé lorsque j'étais en Thaïlande, donc rester dans un camp thaïlandais pendant longtemps, apprendre la boxe thaï, c'est quelque chose qui me tenterait énormément, dans la mesure où un des objectifs que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir au moins un vrai combat, savoir ce que c'est de se battre contre un autre homme. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, et donc j'ai vraiment aussi envie de devenir bon par rapport aux arts martiaux, et c'est une chose donc sur laquelle je me focaliserai une fois que je serai posé quelque part et que j'aurai davantage de temps et d'énergie. Alors j'étais en train de faire l'éditing de ma vidéo et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de répondre à ces questions, donc je le fais là maintenant à travers mon portable. Alors oui, en effet, j'ai plein de préférences en termes d'exercice, mais t'imagines, le mouvement et la préparation physique, c'est tellement vaste que ce serait dur pour moi de te citer toutes ces préférences-là. Néanmoins, je peux au moins te dire que en termes de force, ce qui m'a le plus accompagné toute ma vie, ce sont toutes les variations d'exercices qui permettent d'arriver vers les Big Five, c'est-à-dire vers la traction à une main, vers les front lever vers les pompes en planche, vers les pompes en poirier et le squat de manière générale. En termes de squat, c'est le split squat. C'est ce que je fais toujours puisque c'est la meilleure version de squat qui existe. Et après, en termes de variations spécifiques qui concernent du coup les exercices de force que j'ai cités, et ben il y en a tellement que ce serait dur pour moi de te les citer, mais à mon sens, l'exercice est moins important que vers où tu souhaites te diriger, et à condition que l'exercice soit fait à une amplitude complète, qu'il soit spécifique par rapport à ton objectif, et qu'il soit bien exécuté de manière générale. Donc, ce que je te dirais en termes de force. Après, en termes de souplesse, si j'ai certaines préférences, enfin j'en ai aussi beaucoup trop pour toutes les citer, mais je dirais pour la souplesse des ischios, je suis un énorme fan du Jefferson Curl, c'est un exercice que je garde tout le temps. Pour ce qui est de la souplesse des adducteurs, je suis un grand fan du papillon lesté également. Pour la rotation externe, je suis un grand fan du pigeon. Pour la rotation interne, je voulais dire rotation des hanches, hein. Rotation interne, je suis un grand fan du figure 4 lift, figure 4 lift avec un accent plus français. Gros fan d'un travail de compression pour améliorer la souplesse au niveau des ischios. Quoi d'autre, là, c'est ce qui me vient vers l'esprit, mais parce qu'en fait, il y a tellement de choses desquelles je pourrais parler que la vidéo ferait 2 heures rien que par rapport à cette question. Donc oui, logiquement, j'ai pas mal de préférences, mais comme dit, je pense pas que les préférences soient véritablement importantes. Je pense que ce qui est important, c'est surtout d'avoir des objectifs, premièrement, qui sont bien ciblés, de se diriger vers la bonne destination. Parce que après, la vitesse à laquelle tu te déplaces vers ta destination est moins importante que la destination en tant que telle. Parce que si tu te déplaces rapidement, mais que tu te déplaces quelque part où il ne faut pas aller, eh ben ça va être très problématique. Donc voilà, c'est moins la vitesse qui est importante, mais plus la destination en tant que telle. Après, en termes, tu me demandais, oui, les exercices où j'ai eu le plus galéré. Et il y a plein d'exercices qui m'ont fait galérer dans plein de domaines différents, que ce soit en force, en souplesse, en parcours, en équilibre, en tout. Néanmoins, les 2 exercices qui me viennent spontanément à l'esprit, pour tout ce qui est force, coordination, etc., ce serait la montée en presse, en handstand, du coup faire une montée en force.
donc d'avoir les bras tendus, les jambes tendues et de soulever ses jambes avec contrôle jusqu'à ce qu'on soit en équilibre. Ça c'était très dur pour moi, c'est un exercice qui m'a pris le plus de temps à développer et aussi à comprendre, parce que j'entendais plein d'informations différentes d'un coach à l'autre, que ce soit des coachs de handstand, des coachs de force, de souplesse, et du coup ça m'a pris beaucoup de temps finalement de faire le tri et de savoir comment bien travailler ce mouvement. Et une fois que j'ai compris comment il fallait le faire, ça allait beaucoup plus rapidement. Mais donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a posé pas mal de soucis, surtout de par toutes les choses différentes nécessaires pour réussir ce mouvement, que ce soit la coordination, que ce soit la force, que ce soit la souplesse, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses sur lesquelles travailler. Après, le deuxième exercice qui me vient spontanément à l'esprit, c'est le pancake. La raison pour laquelle c'est le cas, alors le pancake, c'est parce qu'on a les jambes, on est assis, on a les jambes écartées, tendues, et on pose notre torse au niveau du sol. Alors pourquoi j'ai particulièrement galéré par rapport à cet exercice? Parce que c'est l'exercice de souplesse par rapport auquel je me suis le plus blessé, où j'ai fait le plus d'erreurs en termes d'entraînement. Et souvent, ces erreurs m'ont causé des douleurs qui m'ont empêché de m'entraîner convenablement pendant plusieurs mois à la fois. Et je me suis blessé à plusieurs reprises. Et donc c'était particulièrement compliqué pour moi. Tout ce qui est travail d'ouverture de hanche, ça a toujours été excessivement compliqué pour moi. Ça a toujours été un travail dur, ça a toujours été un travail douloureux. Et donc voilà, le pancake a été très dur pour moi. Et ce qui a été particulièrement dur, ça a vraiment été de comprendre comment régresser ce mouvement de manière à ce que je puisse m'entraîner à la fois avec suffisamment d'intensité, mais sans me blesser pour autant. Et ça demandait pas mal d'expérimentation en termes de choix d'exercice, en termes de volume, en termes de fréquence d'entraînement et aussi en termes de rééducation. Parce que il y a des moments où je me dis bon, je me suis fait mal, je fais une pause pendant quelques mois, j'essaie de recommencer et je voyais que je pouvais pas recommencer, que je suis obligé de mettre en place une rééducation, que ça prenait le temps de mettre en place une rééducation, etc. Donc c'est vraiment un mouvement qui m'a donné énormément de fil à retordre. Alors je dirais que tout dépend de ta définition de percée, dans la mesure où je dirais que ça m'a pris environ 2 ans de travail pour pouvoir commencer à survivre de mon activité en ligne, c'est-à-dire principalement à l'époque du coaching, un peu les formations. Donc voilà, ça m'a pris 2 ans de travail où du coup je travaillais beaucoup, où je perdais de l'argent tous les mois à faire mon activité parce que faut payer les sites, faut payer plein de choses différentes. Donc voilà, donc je pouvais en survivre. Donc c'est-à-dire avoir juste suffisamment pour un petit loyer et de la bouffe, quoi, mais sinon je pouvais rien faire d'autre. Et en termes de vidéos, ça m'a comme pris, je pense, plusieurs centaines de vidéos, parce qu'au tout début, je publiais 2 vidéos par semaine. C'est-à-dire par exemple, il me semble les 3 ou 4 premiers mois. Après, pendant une période assez longue, j'ai publié, il me semble, 5 à 7 vidéos par semaine. Et ensuite, je suis retourné à 2 vidéos par semaine et j'ai fait ça sans jamais manquer un jour de publication. Donc voilà, donc on va dire 2 ans et plusieurs centaines de vidéos pour commencer à pouvoir survivre. Donc je dirais que, enfin, déjà de juste pouvoir survivre d'une activité par laquelle on est passionné, c'est absolument génial. Mais donc voilà, mais donc ça m'a pris 2 ans. Mais après, bien sûr, en fonction de ta définition, où j'ai commencé après à pouvoir vivre convenablement, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Là, en avril, ça fera 8 ans que je fais ça, et 8 ans que je fais ça avec énormément de sérieux. Donc voilà. En fait, c'est compliqué de mettre en place un programme de MMA parce que c'est un sport qui est tellement pluridisciplinaire qu'il y a énormément de choses différentes que l'on pourrait travailler. Et c'est pour ça que souvent dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je fais des sondages où je demande quelle est la prochaine formation que je devrais créer. Et dans l'écrasante majorité des sondages, à chaque fois vous me dites ça va être la formation sur le MMA. Et la raison pour laquelle elle est toujours pas prête, c'est qu'il y a tellement de choses à prendre en compte que c'est dur pour moi de créer une trame qui soit réaliste
et qui soit suffisamment efficace pendant longtemps pour vous permettre d'avoir de très bons résultats dans plein de domaines différents. Parce que qu'il s'agit seulement de développer une ou deux qualités physiques, là c'est très simple de mettre en place un programme d'entraînement. Mais dès qu'il y a beaucoup plus de qualité physique qui entrent en jeu, là ça devient beaucoup plus dur, parce que quand on y pense en MMA, il faut de la force maximale, c'est-à-dire une capacité à surmonter la plus grande résistance possible, parce qu'on veut frapper fort, on veut être bon dans des échanges de grappling, mais il faut aussi de l'endurance force, c'est-à-dire une capacité à maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible. Parce que les combats sont comme relativement longs. Et par exemple, dans tous les échanges de grappling, ça demande énormément d'endurance force et d'intensité qu'on doit être capable de garder pendant suffisamment longtemps. Et en plus de ça, il y a le cardio en tant que tel. Et en plus du cardio de manière pure et dure, il y a aussi tout le travail d'explosivité. Il y a aussi tout le travail, l'explosivité, que ce soit pour frapper rapidement, que ce soit pour faire des takedowns rapidement. Donc ça, c'est dur. Il y a aussi un travail de vitesse à mettre en place qui est différent de l'explosivité, puisque l'explosivité, c'est être capable de surmonter la plus grande résistance possible le plus rapidement possible. Donc il y a la notion de force et de vitesse, alors que la vitesse, il y a seulement la notion de vitesse en tant que telle. Donc ça, c'est plein de qualités différentes. Il y a aussi cette notion de prééducation, c'est-à-dire faire en sorte que de préparer suffisamment toutes les différentes articulations pour qu'elles puissent être suffisamment fortes par rapport à tous les moments où vous allez sortir de l'alignement corporel lors d'un combat. Et ces moments arrivent constamment, que ce soit au niveau des chevilles, que ce soit au niveau des poignets, surtout lorsqu'on voit ça dans les échanges de grappling où le but c'est de mettre dans une position et de mettre dans une soumission. Et toutes les soumissions articulaires, c'est quoi? C'est faire en sorte que le corps sort de son alignement corporel. Donc c'est toutes des choses qu'on doit mettre en place pour justement permettre à un athlète de MMA de performer dans son sport. En plus de ça, il y a une notion de préparation physique générale et donc d'avoir toutes ces compétences générales qu'il faudrait pour un sport et pour le sport du MMA. Et en plus de ça, il y a toute la préparation spécifique. Donc on a la PPG, on a la PPS. Et en ce qui concerne la PPS, c'est aussi important parce que certes, il faut avoir par exemple une bonne base cardiovasculaire générale, mais le cardio, c'est quelque chose qui est très spécifique. Par exemple, quelqu'un qui a un bon cardio en boxe n'aura pas un bon cardio en jiu-jitsu brésilien parce qu'il y a le cœur en tant que tel, le système cardiovasculaire, mais il y a aussi les muscles. Et donc, ça doit être quelque chose aussi qui doit être très spécifique. Donc, c'est intéressant d'avoir une base générale de cardio, mais il faut aussi mettre en place des exercices spécifiques à ton activité et plus tard spécifiques à ton style parce que pas tout le monde a le même style. D'autres personnes vont davantage se focaliser sur le striking, d'autres sur le grappling et même chez les strikers, il y en a qui vont se focaliser plus sur le fait d'être des que je sais plus comment on dit en français, désolé, d'être un counter puncher, donc attendre que le coup arrive pour donner d'autres coups. Alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans l'agressivité. Il y en a qui font juste quelques frappes, mais avec beaucoup de force. Alors qu'il y en a qui balancent des frappes, mais qui sont pas fortes, mais avec énormément de volume. Par exemple, dans l'UFC, ce serait Max Holloway. Et donc, par rapport à ces styles qui sont distincts, il faut mettre en place une préparation physique qui soit aussi spécifique par rapport à ça. Alors moi, je ne peux pas faire de préparation spécifique qui puisse être accès à tout le monde, comme dans un programme en ligne qui s'adresse du coup à tout le monde. Moi, ce que je peux faire, c'est mettre en place une préparation physique générale, mais tu vois, je peux pas là te donner une réponse précise sans faire une vidéo qui soit méga longue. Et ceci est la raison pour laquelle, malgré le fait que vous n'arrêtez pas de me demander un programme spécifique, un programme de préparation générale par rapport au MMA, que je n'ai toujours pas créé parce que ça demande pas mal de temps de réflexion pour moi d'être sûr de faire un taf qui soit vraiment bien. Je pense que là, je fais cette vidéo début janvier, je pense que ça me prendra encore 3 ou 4 mois avant que je puisse vous montrer quelque chose de solide et vous dire ok, c'est bon, j'ai créé la formation, vous pouvez l'acheter, etc. Donc voilà ma réponse par rapport à ta question. Alors je dirais qu'il y a 2 phases par lesquelles tu dois passer. La première phase serait simplement de faire un travail général de mobilité. Alors ce qui va être important par rapport à la position de César, ça va être la mobilité au niveau des genoux, parce qu'il y a cette compression, et ça va être la mobilité au niveau des chevilles, que ton pied puisse aller suffisamment en flexion plantaire pour justement être à plat au niveau du sol. Alors pour ce qui est du travail de compression au niveau des genoux, je pense que c'est très intéressant de commencer par du travail de full squats.
C'est-à-dire tout ce qui va te permettre de rester longtemps dans une position de full squat. Parce que en position de squat complet, il y a justement ces compressions des genoux. Certes, elle est moins grande que lors de la position Seiza, mais elle est tout de même conséquente. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de progressivement préparer ton corps à la position Seiza à travers le squat complet. Une fois que ce squat complet est maîtrisé, ce que tu peux faire, c'est aussi du travail donc spécifique de flexion plantaire. Simplement améliorer passivement la mobilité de cette articulation. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est simplement te mettre dans une position qui ressemble à la position Seiza, mais au lieu d'avoir tes cuisses qui vont être posées sur tes mollets, tu vas juste être grosso modo à genoux et tu vas aller légèrement en arrière en te tenant à un support pour mettre plus de pression au niveau de tes chevilles et donc faire ça juste légèrement. Et après, une fois que tu peux mettre davantage de pression, ce que tu peux faire, c'est passer à la deuxième phase et commencer à effectuer du travail spécifique à la position Seiza. Parce que plus tu pourras travailler spécifiquement par rapport à l'objectif que tu souhaites atteindre, plus tu pourras atteindre cet objectif rapidement. Et donc, il s'agira à ce moment-là de trouver des régressions qui te permettent de travailler ce mouvement. Donc, une régression à laquelle je pense spontanément, c'est faire la position de Seiza, mais au lieu d'avoir tes cuisses qui sont collées sur tes mollets, tu vas mettre un coussin au niveau de tes mollets et de tes pieds, tu vas t'asseoir sur ce coussin. Et donc à ce moment-là, il y aura moins de pression au niveau de la compression. Tu peux aussi mettre un coussin en dessous de tes chevilles pour retirer de la pression de tes chevilles également. Et progressivement, ce que tu peux faire, c'est baisser un des deux supports jusqu'à temps que tu puisses faire cet exercice sans aucun support. Et une fois que tu arrives à le faire, il s'agira simplement d'apprendre à rester de plus en plus longtemps dans ces positions et de mettre en place une surcharge progressive jusqu'à ce que tu puisses rester confortablement dans cette position-là. Déjà, merci et content que tu aies découvert cette nouvelle manière de pratiquer avec ton corps. Tu verras, c'est plus tu t'investiras dans cette lignée, plus tu verras finalement à quel point c'est presque magique la manière dont le corps peut bouger et tous les bénéfices que ça peut avoir. Et en ce qui concerne comment du coup j'ai commencé à aller vers le mouvement, alors ça j'y ai répondu du coup dans la question numéro 6 il me semble, où on m'a demandé les sports que j'ai pratiqués et qu'est-ce qui m'a poussé vers cette direction de mouvement. Alors c'est une question intéressante. Alors moi je ne suis pas un nutritionniste, donc je vais simplement te donner mon opinion de manière générale que j'ai par rapport à ce sujet, qui est que à mon sens c'est un régime qui est bien pour trois types de personnes. Je dirais le premier type de personnes, c'est les personnes qui se sentent tout simplement très bien en suivant ce type de régime. Le deuxième type de personnes serait par exemple celles qui sont diabétiques, par exemple. Ça, c'est un excellent régime pour les personnes diabétiques. Et troisièmement, ce serait pour les personnes qui effectuent des courses de longue distance. Pourquoi? Parce qu'on sait que plus l'effort cardiovasculaire va être long, plus le corps aura tendance à utiliser la graisse comme substrat énergétique. Et donc, avoir un régime cétogène, qui est donc basé sur la graisse, les protéines, où du coup le corps est du coup en cétose et apprend à utiliser de l'énergie de par la graisse et de transformer ça en glucose au lieu d'avoir du glucose en tant que tel déjà qui soit présent. Donc ça peut être très très intéressant dans ce cas-là. Mais quand on regarde dans les autres sports, quand on regarde objectivement la littérature scientifique, on voit que de loin, l'aliment, le substrat énergétique le plus important en sport, ça reste le glucose, ça reste les sucres. Et donc, à mon sens, pour l'écrasante majorité des gens qui veulent vraiment performer dans leur sport, ça va être important de consommer suffisamment de glucides, de sucre de manière générale. Non pas qu'on soit obligé d'en consommer, on peut aussi avoir des performances correctes, même sans consommer de glucose. Pendant un moment, j'avais testé le régime carnivore et du coup, à ce moment-là, j'étais logiquement en cétose et je pouvais quand même progresser en force, en souplesse et aussi par rapport aux objectifs que j'avais. Néanmoins, je voyais bien que mes performances n'étaient pas celles que j'effectuais avant et que ma progression était plus lente. Et j'ai également entendu beaucoup de retours similaires à ce sujet. Donc voilà rapidement mon opinion.
Alors je pense que c'est une excellente solution sur le court terme. C'est-à-dire si, imaginons, vous avez une tension quelque part, vous avez une douleur particulière et que vous avez besoin là maintenant d'avoir moins mal, eh ben les automassages sont absolument géniaux à ce niveau-là. Par contre, si maintenant on parle en termes de mobilité et de performance, la littérature scientifique est excessivement claire sur le fait que les automassages n'ont pas d'effet sur le long terme. C'est pas ça qui va vous rendre souple sur le long terme. Ça peut vous rendre souple momentanément pendant une période assez courte. C'est pour ça que certaines personnes aiment faire des automassages, imaginons, avant une pratique sportive, mais ça ne remplacera jamais le vrai travail de souplesse qui permettra d'avoir une souplesse active tout au long de notre vie, tout au long de la journée et également lors de nos performances. Et donc pour moi, toujours mettre en place des automassages, c'est pour moi comme utiliser des tricks, on dit en anglais, comment dire, c'est pas sérieux, c'est juste quelque chose, petite pilule magique, je suis fatigué, j'utilise mon café, au lieu de réellement essayer de résoudre les problèmes qui font que je suis toujours fatigué, par exemple, ou qui font que j'ai jamais assez de souplesse, ou les raisons pour lesquelles j'ai toujours mal. Et à mon sens, toute cette notion aussi, qui est toujours liée par exemple aux automassages, toute cette notion de fascia terriblement surcotée à mon sens d'un point de vue scientifique, aussi tout ce qui est trigger point, tout ce qui est du coup nœud musculaire, les nœuds musculaires, ça, ce n'est pas quelque chose qui existe véritablement. Il y a certes certaines parties de notre corps où plus de tensions auront tendance à s'accumuler, où notre système nerveux aura du mal à relâcher ces tensions-là. Les automassages sont un outil parmi d'autres pour faire face à ce problème, mais à chaque fois, la solution s'ancrera seulement sur le court terme et non sur le long terme. Alors le programme Génération, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un programme que j'ai créé pour les personnes qui ont plus de 50 ans. À la base, je l'avais créé avec mes parents en tête, en me disant ça serait vraiment ce dont mes parents auraient besoin. Et donc c'est un programme qui est excessivement généraliste. Et puisqu'il est très généraliste, parce qu'il vise vraiment à vous permettre de retrouver un corps qui est jeune, qui est fonctionnel, qui sait répondre à des situations complexes, qui peut passer par-dessus des barrières, qui peut vraiment bouger avec aisance, et de par la pluridisciplinarité des choses qu'on va travailler, certes, on va travailler la masse musculaire parce que c'est important, mais c'est juste une des choses parmi d'autres sur lesquelles on va travailler. Il y a un travail conséquent sur la force maximale, il y a un travail sur la mobilité, il y a un grand travail sur la coordination, parce que c'est aussi quelque chose qu'on perd beaucoup avec l'âge, et il y a aussi un grand travail sur la confrontation avec l'environnement. Comment je peux utiliser l'environnement pour devenir plus fort et non pas subir l'environnement et me blesser, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes à partir d'un certain âge. Donc certes, la masse musculaire est travaillée, mais c'est pas ça qui va faire de toi, imaginons, quelqu'un de très musclé. C'est vraiment juste une composante parmi d'autres qui est travaillée. En ce qui concerne maintenant le programme Muscle Utile, ça c'est un vrai programme de musculation. C'est-à-dire qu'il vise vraiment à augmenter la masse musculaire, mais qui le fait absolument sans matériel, même pas de barre de traction ou quoi que ce soit, de manière normale. Ça, du coup, tu le sais, mais j'explique pour les gens qui regardent ces vidéos là maintenant et qui connaissent pas forcément ce programme. Donc voilà, qui fait ces choses-là, mais qui permet de garder la mobilité et une certaine aisance. Parce que souvent des personnes qui visent à être musclées vont le devenir, mais vont perdre de par ce processus énormément en mobilité, ne seront pas capables de bien bouger. Et donc, j'ai justement créé ce programme qui permette de bien bouger, qui permette de garder un certain niveau de mobilité, mais qui reste un programme de musculation en tant que tel. C'est pas un programme de mouvement. Donc, si tu t'intéresses davantage au fait de vraiment devenir musclé, c'est ça ton objectif principal, mais que l'objectif en termes de mouvement est secondaire, et que tu aimes cet aspect minimaliste du programme Muscle Utile, c'est plus ça qui va t'intéresser. Mais si tu veux vraiment un travail, mais qui va être aussi plus long, plus compliqué à mettre en place et qui va travailler beaucoup plus de choses, donc qui est plus complexe, c'est le programme Régénération qui va t'intéresser davantage. Alors par rapport à cette question, il y a plein de points différents que je pourrais aborder.
Donc je vais essayer de résumer ces choses. La première chose que j'aimerais te dire, c'est ce que tu n'as pas en souplesse, tu devras le compenser avec la force. Et donc, moins tu es souple, plus tu devras être fort. Plus tu es souple, moins tu devras être fort. Donc ça, c'est la chose par laquelle je souhaiterais commencer. Donc à partir de là, tu peux déjà avoir une idée de comment tu peux travailler ta montée en presse. Alors la première chose serait donc déjà de travailler ta mobilité. À mon sens, il serait intéressant d'être relativement, j'insiste sur le relativement proche du pike. Alors le pike, c'est le mouvement où est-ce que tu as les jambes tendues et l'une contre l'autre où tu peux poser ton torse sur tes jambes, ça c'est le pike. Donc d'être relativement proche. Tu n'as pas besoin d'avoir le pike, mais c'est bien de se rapprocher de cette position. Et c'est bien aussi de te rapprocher de la position du pancake. Le pancake, c'est comme le pike, mais sauf que tu as les jambes écartées. Donc tu as les jambes écartées et tendues et tu poses ton torse au niveau du sol. Donc il ne s'agit pas d'avoir le pancake, mais d'être relativement proche de l'avoir. Imaginons, tu arrives à juste poser ta tête comme ça en courbant ton dos au niveau du sol, mais tu es loin d'avoir ton torse à plat, ça c'est pas un souci. Mais si tu arrives au moins à toucher la tête au sol, ça c'est bien. Ça te donne déjà un bon niveau de mobilité. Parce que le mouvement de montée de presse commence dans une position de pike, ensuite tu écartes les jambes pour ensuite monter. Et donc c'est pour ça qu'il faut de la souplesse en pike et en pancake. Et la raison pour laquelle tu as besoin de la souplesse en pike, c'est plus tes mains sont proches de tes pieds lorsque tu commences le mouvement, et bien plus ce sera simple pour toi d'avoir une bonne compression. Et grâce à cette compression, tu pourras bien dérouler ta colonne vertébrale pour pouvoir ensuite remonter en handstand. Mais il faut avoir cette compression, il faut que tes jambes restent proches de ton corps. Donc pour ça, certes, il faudra de la force, je vais en parler tout de suite, mais il faut aussi que tu puisses commencer dans une position où justement tes mains et tes pieds sont suffisamment proches pour te permettre de facilement remonter et donc d'avoir cette compression-là. C'est pour ça que je te dis aussi que si tu n'as pas cette souplesse, il faudra compenser avec davantage de force. Donc pas que cette souplesse soit absolument... qu'elle soit absolument nécessaire. Non, ce n'est pas le cas, mais elle va beaucoup t'aider. Donc voilà, donc déjà, il te faut un certain niveau de souplesse. Ensuite, il faut un certain niveau de force. Alors pour la force, il faut, à mon sens, il y a 3 prérequis qu'il faut avoir. Alors ce sont des prérequis qui sont relativement personnels. En fonction des coachs, tu verras que les prérequis sont différents, mais de manière générale, on s'accorde quand même sur les mêmes points. Alors moi, je pense que savoir faire une pompe en poirier contre le mur, pas en équilibre, juste contre le mur, c'est important. Parce que ça veut dire que tu as suffisamment de force au niveau des épaules pour faire ce mouvement-là. En plus de ça, pour moi, c'est important d'être capable de rester au moins 10 à 15 secondes en tuck planche. Pourquoi? Parce que la tuck planche, c'est un mouvement de force bras tendu. Qu'est-ce que c'est le press? C'est un mouvement de force bras tendu. Du coup, il te faut toute cette force au niveau des bras, cette force au niveau des épaules et cette force au niveau des omoplates. Et donc, si tu arrives à faire une bonne tuck planche avec une bonne protraction, que tu arrives à bien soulever tes jambes et que tu arrives à tenir cette position facilement 10 à 15 secondes, eh ben, tu as déjà un bon prérequis de force par rapport à la force du haut du corps. Et l'autre type de force qu'il faut, c'est la force de compression. Donc, la force de compression, c'est ta capacité à rapprocher à la force de tes muscles ton torse de tes jambes ou tes jambes de ton torse. C'est toute la force des fléchisseurs des hanches. Alors, les fléchisseurs principaux des hanches sont majoritairement le psoas et les quadriceps. Donc ces mouvements, ces muscles doivent être travaillés. Pour travailler la force de compression, j'ai fait des vidéos assez vieilles à ce sujet, mais tu peux les retrouver. Les vidéos sont pas belles visuellement, mais les informations restent bonnes. Et ben, c'est tout ce qui est travail de lever de jambes que tu peux faire à la barre. Lever de jambes au sol, c'est encore mieux avec ton torse qui est proche du sol, parce que du coup, ça rajoute une notion de souplesse qui rend la compression plus dure. Ça, c'est des choses que tu dois faire et c'est des choses que tu dois être bon. Si ta compression est mauvaise, ça va être excessivement dur pour toi de faire une montée en presse. Et tu devras tellement compenser en force, tu devras limite faire une planche pour pouvoir monter. Tellement que cette compression est importante. La compression est excessivement importante. Ta compression doit être bonne. Ta force de compression doit être très bonne. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas compris au début lorsque je faisais mon travail de presse et que j'ai compris juste une fois que j'ai accompli la presse, finalement, à quel point ce travail était important. Donc voilà, compression très important également. Donc voilà. Donc maintenant, tu sais comment avoir la souplesse, tu sais comment avoir la force. Maintenant, parlons du handstand en tant que tel. Il faut que tu puisses au moins rester 20 secondes en handstand 80% du temps. C'est-à-dire que dès que tu fais un handstand, déjà 80% du temps, tu arrives à faire un handstand et lorsque tu le fais, tu arrives à tenir 20 secondes. Si tu tiens qu'une dizaine de secondes ou si tu tombes trop souvent,
tu n'auras pas la base nécessaire pour vraiment commencer à faire du travail sérieux de presse. Tu pourras travailler la force, tu pourras travailler la souplesse, mais tu ne pourras pas travailler après spécifiquement ce mouvement-là si tu n'as pas cette base de handstand. Donc commence déjà à pouvoir tenir ton handstand 20 secondes 80% du temps. Donc voilà, ta base de souplesse, ta base de force, ta base de handstand. Maintenant, ce qui te reste, c'est le travail spécifique. Pour le travail spécifique, tu peux commencer par du travail excentrique. C'est-à-dire que tu vas commencer dans une position de handstand et tu vas simplement contrôler la descente avec tes jambes tendues et tu vas essayer de garder cette compression active sans perdre l'équilibre. Et donc vraiment faire des excentriques qui sont longues. Et une fois que tu sens que tu arrives à faire cette, ce déroulement de la colonne vertébrale excentrique, comme ceci avec cette compression, une fois que tu comprends vraiment bien, et bien à ce moment-là, tu peux commencer à faire du travail concentrique. En ce qui concerne le travail concentrique, ça va être simple. Tu vas faire donc des montées en presse, mais en étant surélevé. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer au niveau du sol, et ben, tu vas commencer par exemple sur une table. Et ensuite, progressivement, tu vas baisser le support jusqu'à ce que tu puisses arriver à faire le press en tant que tel. En ce qui concerne la force et la souplesse, moi je te conseille de travailler ça 2 fois par semaine à une forte intensité. En ce qui concerne le travail de handstand, je te conseille d'en faire pratiquement tous les jours. Vaut mieux avoir beaucoup de volume avec une intensité qui est moins faible. C'est plus ça qui va être intéressant en termes de coordination. Une fois que tu fais ça, après tu pourras mettre en place du travail spécifique que tu pourras faire cette fois-ci. C'est plus intéressant d'avoir davantage de volume, je dirais peut-être 3 sessions par semaine, ça me paraît bien. 2 sessions, c'est parfait, mais enfin c'est très bien. Mais si tu peux en avoir toi, ce serait parfait. Donc voilà. Alors déjà, merci pour ton retour, ça fait plaisir. Concernant ta question, j'ai plein de choses différentes à te dire. J'ai aussi pris des notes là sur mon PC par rapport aux choses que je souhaite aborder. Alors la première chose que je te dirais, c'est déjà d'arrêter de faire des étirements passifs. Si tu veux vraiment bien progresser, il te faut une approche qui soit beaucoup plus active, qui soit intense, beaucoup plus proche de la réalité, par rapport à laquelle il sera simple de mettre en place une surcharge progressive pour que tu puisses bien progresser. Ces derniers mois fait quelques vidéos à ce sujet, donc je t'invite à les regarder parce que tu vas mieux comprendre pourquoi finalement le travail statique, passif de souplesse, dans l'écrasante majorité des cas, il n'est pas vraiment intéressant. C'est pour ça que moi, ce que je te conseille de faire, c'est des étirements progressifs chargés. Alors pour les ischios, moi, il y a 2 exercices principaux que je conseille généralement, c'est soit les good morning que tu fais avec les jambes tendues ou le Jefferson curl. J'ai une routine j'ai créé une routine spécifiquement par rapport aux ischios que tu peux retrouver dans ma playlist qui regroupe mes différents entraînements sur YouTube. Donc je t'invite à regarder ça. Et donc faire ces mouvements-là avec une intensité suffisamment grande, 2 fois par semaine, ça va être suffisant pour tes ischios. Ensuite, pour pouvoir toucher le sol ou tes pieds avec tes mains en gardant les jambes tendues, c'est aussi très important d'avoir suffisamment de souplesse au niveau des mollets. Alors pour les mollets, tu peux aussi faire des étirements progressifs chargés. J'ai aussi fait une routine sur les mollets que tu peux retrouver dans ma playlist. Mais aussi, moi j'aime aussi beaucoup, en ce qui concerne les mollets, tout le travail de contracter relâcher. Donc de te mettre dans une position d'étirement, contracter le muscle que tu étires pour contrecarrer le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. C'est-à-dire tu commences à étirer un muscle, ton système nerveux se dit « Ah non, tu l'étires trop, je vais le contracter pour éviter que tu l'étires davantage. » Et en fait, lorsqu'on est dans une position d'étirement mais qu'on effectue nous-mêmes une contraction volontaire du muscle, ça permet de relativement contrecarrer le réflexe myotatique pendant un petit moment, de grappiller en amplitude et donc de continuer à faire ce travail de souplesse avec une plus grande amplitude, une plus grande intensité. Donc ça, ce que je te conseille en termes de souplesse. Ce qui va être important, c'est donc de faire des exercices mesurables avec une intensité suffisamment grande et surtout de mettre en place une surcharge progressive. C'est excessivement important, c'est-à-dire que de manière hebdomadaire, augmente l'intensité de tes exercices parce que ton corps, lui, va progresser. Mais si l'entraînement ne progresse pas avec ton corps ne va pas continuer à progresser, il ne verra pas l'intérêt de le faire. Donc c'est très très important, c'est primordial, d'une importance primordiale, de mettre en place une surcharge progressive. Donc c'est ça que tu vas faire. Donc tu vas faire ce travail 2 fois par semaine. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est de faire du travail de compression. Donc travail de force de compression, tout ce qui est fléchisseur des hanches. Parce que ça nous permet d'utiliser ce qu'on appelle le réflexe d'inhibition réciproque. Donc lorsque je contracte par exemple mon biceps, pour que je puisse contracter mes biceps, mes triceps, c'est-à-dire le muscle antagoniste d'une fonction opposée, doit se relâcher.
ce qu'on appelle le réflexe d'inhibition réciproque. Pour qu'un muscle puisse se contracter, le muscle d'une fonction opposée doit se relâcher. Parce que si le muscle a une fonction opposée, il ne peut pas se contracter en même temps. On ne peut pas avoir deux fonctions différentes qui travaillent en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus je vais contracter mes biceps, plus la force de contraction sera grande, et ben plus mes triceps vont se relâcher. Et donc, tes ischios, c'est quoi? C'est les extenseurs de la hanche qui permettent de ramener entre autres la jambe en arrière par rapport à ton torse. Ils permettent aussi la flexion du genou. Mais là, par rapport à la souplesse, ça va être principalement l'extension des hanches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux être plus souple par rapport à tes extenseurs de hanches, plus tu vas être fort par rapport à tes fléchisseurs de hanches, plus tu pourras les contracter, plus ces ischios vont se relâcher. Et donc c'est important de travailler ces fléchisseurs de hanches, c'est-à-dire tout ce qui est psoas, tout ce qui est quadriceps, notamment par exemple à travers l'exercice de levée de jambes, du travail, que ce soit des levées de jambes à la barre, levée de jambes au sol. Tout ce travail-là, ça va te permettre de mieux recruter tes fléchisseurs, de créer activement une plus grande amplitude et de relâcher davantage tes ischios. Et donc ça, c'est du travail que tu peux faire pendant tes séances de souplesse. Donc 2 fois par semaine, tu fais ton exercice d'ischio, tu fais ton exercice de mollet et ton exercice de force de compression. Tu fais ça 2 fois par semaine en respectant les bons points techniques, en mettant en place une surcharge progressive, tu vas très bien progresser. Après, autre chose que j'ai mis par rapport à ton message, si tu as des problèmes de sciatique, premièrement, privilégie des exercices où ton dos sera droit. Donc, par exemple, au lieu de faire du Jefferson Curl, tu vas faire des Good Morning, par exemple pour les ischios. Et le but, c'est vraiment d'y aller doucement et progressivement au début parce que tu n'as pas envie d'être dans des situations où tu auras mal. Okay, tu ne dois pas avoir mal. Il faut qu'il y ait une certaine intensité de travail, ça oui, mais tu ne dois pas avoir mal. Que ce soit par rapport à tes ischios, ou que ce soit par rapport à ta sciatique. Donc vas-y doucement, progressivement, privilégie l'exercice où ton dos est dans une position droite, où ton dos est dans une position qui est neutre. Et aussi, si tu as des doutes par rapport au mouvement que tu peux ou ne pas faire par rapport à ta sciatique, eh ben parle-en à ton médecin ou parle-en à ton kiné. Parce que une douleur qu'on estime être due à une sciatique peut être due à différentes choses. Ça peut être dû au niveau d'un coincement au niveau de tes vertèbres. Ça peut être aussi par exemple dû tout simplement à ce qu'on appelle le syndrome du piriforme. Et c'est simplement du coup trop de tension au niveau de ce muscle-là. Et à ce moment-là, par exemple, faire du travail d'étirement des fesses, du travail de rotation externe des hanches, eh ben, ça peut énormément aider pour ne pas avoir ces douleurs-là. Et voilà, tout dépend de la raison pour laquelle tu as ces douleurs de sciatique. Donc je te conseille vraiment d'aller voir un médecin et un kiné par rapport à ça. En fait, mes entraînements et les protocoles que je vais utiliser dépendent premièrement de mes objectifs, parce qu'en fonction des objectifs que j'ai, je ne vais pas m'entraîner de la même manière, et aussi du moment où je vais me trouver dans ma préparation, parce que logiquement, plus je vais me rapprocher du moment où je pense pouvoir réussir le mouvement que je suis en train de travailler ou l'objectif que je suis en train de travailler, et ben par exemple, plus je vais avoir un travail qui va être plus spécifique par rapport à ça, alors qu'avant il va être plus général. Et donc mes protocoles vont changer du coup en fonction de ces choses-là. Néanmoins, je vais te donner quand même une réponse très terre à terre par rapport au protocole que j'utilise majoritairement. Alors pour ce qui est de la force, moi ce que je fais, c'est que je vais faire 3 à 5 séries de 3 à 5 répétitions à grosso modo 85% de mon max à un RPE 8. Alors 85% de mon max, ça veut dire que imaginons si je sais soulever 100 kg sur une répétition, je travaille avec 85 kg. Et RPE 8, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais être à 2 répétitions de l'échec musculaire. L'échec musculaire étant le moment où on est incapable de continuer l'effort qu'on est en train de faire. On est en train de soulever un poids, on se dit « Ah, je peux pas » et on est obligé de laisser tomber. On ne peut pas continuer à faire des répétitions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par exemple, je fais un protocole, imaginons 5 x 5 répétitions, et donc le poids que je vais utiliser pour 5 répétitions, c'est le poids que je pourrais utiliser pour 7 répétitions avant de ne plus être capable de faire une répétition. Okay, donc ça c'est l'écrasante majorité des protocoles que j'utilise c'est le protocole,
je commence à être fatigué parce que je suis déjà fatigué aujourd'hui, mais en plus du coup la FAQ est longue, du coup je suis fatigué. Mais donc c'est le protocole principal de force que j'utilise pour l'écrasante majorité de nos objectifs de force. Généralement, plus après je vais être à la fin de ma préparation, plus j'aurai tendance à faire du travail avec moins de répétitions. Par exemple, faire 5 séries de 3 répétitions, imaginons. Du coup, avec un poids qui va être plus élevé. Parce que du coup, je vais faire 3 répétitions avec un poids que je pourrais utiliser sur 5 répétitions. Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne vais pas aller à l'échec musculaire parce que généralement, pour le travail de force, ce n'est pas une bonne chose. Être proche de l'échec musculaire, c'est une bonne chose. Mais arriver à l'échec musculaire en termes de récupération, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, j'essaie toujours de rester à l'écart de l'échec musculaire en ce qui concerne mon travail de force. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc ce protocole par rapport à chaque exercice que je vais améliorer et je vais travailler chaque exercice 2 fois dans la semaine. Donc généralement, je laisse 2 jours de récup entre complet, 2 jours de complet de récup entre chaque session avant de retravailler l'exercice une deuxième fois. Et après avoir travaillé l'exercice 2 fois, je vais laisser 3 jours complets de récup avant de recommencer ma semaine d'entraînement. Okay, donc ça c'est mon protocole standard de force. Ensuite tu m'avais demandé aussi par rapport à l'hypertrophie. Alors pour l'hypertrophie, je fais un travail classique, je fais 3 séries de 12 répétitions par exercice. Là je vais être un RPE de 8 ou de 9, donc je vais être plus proche de l'échec musculaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir 1 ou 2 exercices pour des groupes musculaires petits, comme par exemple le biceps, et je vais prendre 2 ou 3 exercices, donc à chaque fois pour chaque exercice, 3 séries de 12 répétitions, un RPE de 8, ce qui va grosso modo correspondre à 70, peut-être 75% de mon max, un truc comme ça. Donc je vais faire ça, et donc 2 exercices pour les groupes musculaires petits, 2 à 3 exercices pour les groupes musculaires plus gros, comme par exemple le dos ou les pecs, et je vais travailler chaque groupe musculaire 2 fois dans la semaine. Voilà, c'est tout simple. Et en termes de split, ce que j'utilise actuellement, c'est du push-pull legs 2 fois dans la semaine. Donc j'ai une séance dédiée à pousser, ensuite le lendemain je fais une séance dédiée au tirage, ensuite le lendemain je fais une séance dédiée aux jambes et je refais ça une deuxième fois dans la semaine. Donc push-pull legs, journée sans entraînement de force et je recommence ma semaine de la même manière. Voilà. Alors oui, tout à fait, je peux très facilement et rapidement répondre à cette question en te disant que si tu t'entraînes convenablement, imaginons comme tu dis les étirements progressifs chargés 2 fois par semaine avec la bonne intensité, tu mets en place une surcharge progressive, sans aucun souci, tu seras au bout d'un moment très bon en souplesse malgré le fait que tu sois assis toute la journée. Alors le fait d'être assis toute la journée, ça a plein d'effets néfastes, mais à partir du moment où tu as un travail de souplesse qui est bon, la position assise ne sera pas suffisamment néfaste pour t'empêcher de devenir très souple. Donc vraiment, d'un point de vue de performance, ne te fais vraiment aucun souci par rapport à ça. Déjà, merci pour ton retour, merci pour tes félicitations, ça fait plaisir. En effet, ouais, c'était pas mal de travail dur pendant très longtemps, donc ouais, merci pour ton retour. Concernant ta question, alors ma réponse de manière générale est oui, tout à fait. Après, ça va comme dépendre des exercices que tu vas choisir et de ta mise en place de protocole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que par exemple, imaginons si en termes de skills de calisthenics, tu penses que au front lever et au back lever, non, ça va pas être suffisant. Par contre, si en termes de calisthenics, tu penses à l'attraction à une main, donc ça fait un exercice de tirage bras pliés. Si tu penses au front lever, un exercice de tirage bras tendu. Si tu penses au pompe en poirier, un exercice de poussée bras pliés. Si tu penses à la planche, un exercice de poussée bras tendu. Donc si tu penses à tous ces exercices-là, en termes du développement du haut du corps, ça va être amplement suffisant pour développer à la fois de la force et de la masse musculaire. Mais il faudra faire en sorte de respecter les protocoles liés
au développement de la force et de la masse musculaire. Donc par exemple, généralement, ce qu'on dit pour la masse musculaire, ce qui est le plus communément admis, c'est par exemple, tu fais 3 séries de 12 répétitions, à grosso modo 75% de ton max, un RPE de 7 ou de 8. C'est-à-dire que tu vas être à 2 ou 3 répétitions de l'échec musculaire à la fin de tes séries. Ou même si tu fais du travail avec plus de volume, imaginons une vingtaine de répétitions, eh ben, il faut quand même que tu sois suffisamment proche de l'échec musculaire lorsque tu vas faire ces séries-là. Donc si tu fais ça et que tu travailles au moins chaque groupe musculaire 2 fois dans la semaine, l'intensité est là, la récupération est là, et ben tu vas suffisamment progresser. Mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont faire des exercices, par exemple, ils vont faire beaucoup de pompes, ils vont faire des séries de 50 pompes, mais en fait, leur échec musculaire se trouverait peut-être à 63 pompes. Et du coup, à leur série, il leur manque 10 répétitions avant d'être proche de l'échec musculaire. Ça, c'est pas ça qui va permettre de maximiser la masse musculaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les protocoles sont importants. Et à condition que les protocoles sont bien respectés, ton corps, il n'arrive pas à différencier si c'est du travail au poids du corps, si c'est du travail avec des charges. Donc tant que l'intensité est respectée, eh ben, tu pourras très bien progresser. Juste en termes de masse musculaire, ce qui rend le travail au poids du corps moins efficace, c'est déjà que le travail d'isolation est plus dur, que deuxièmement, c'est aussi plus dur de mettre en place une surcharge progressive, et sans surcharge progressive, il n'y a pas de progression, et c'est toujours plus facile de rajouter un peu du poids que d'essayer de rajouter des répétitions ou de changer le levier du mouvement. C'est possible, c'est juste que c'est plus complexe. Oui, que le répertoire d'exercices est moins accommodant de manière générale. Mais tu peux quand même développer une masse musculaire conséquente à travers des exercices de calisthénie en respectant les bons protocoles. Après, en ce qui concerne la force en tant que telle, ce qui est intéressant par rapport à l'acquisition de mouvement, si tu veux aussi gagner en masse musculaire, c'est de changer les protocoles. Donc par exemple, de faire des phases de plus qui sont orientées vers la masse musculaire avec davantage de répétitions, mais aussi que tu fasses des phases de force maximale. Du coup, tu vas progresser plus vers tes objectifs de mouvement en tant que tel. Et donc pour ça, il faudra que tu fasses du travail, comme j'en ai discuté juste avant, avec peu de répétitions, imaginons 3 à 5 répétitions, avec une intensité qui sera très élevée. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens en calisthénie, généralement, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils ont tendance à faire juste beaucoup de répétitions. Mais la littérature scientifique nous montre bien que si on veut augmenter notre force maximale, c'est-à-dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible, nous faire le mouvement le plus dur possible en calisthénie, eh ben, faut justement que tu travailles avec des tranches d'intensité qui sont très élevées. C'est-à-dire peu de répétitions avec une très forte intensité et une grosse récupération. Donc, ce genre de travail, il doit être important. Donc, soit tu fais des phases, par exemple, des phases de travail musculaire, après de travail de musculation, d'autres phases qui sont davantage dirigées vers la force max. Ou soit ce que tu fais, c'est que tu mélanges un peu les deux dans tes séances. Par exemple, tu as certains mouvements par rapport auxquels tu vas plus faire du travail de force max et d'autres mouvements par rapport auxquels tu feras davantage du travail de musculation. Et lors d'une autre phase, eh ben, tu vas échanger ça, par exemple. Mais dans tous les cas, si tu mets en place une surcharge progressive, ça veut dire que tu deviens plus fort et que tu te rapproches de tes objectifs. Donc si tu es du genre à plutôt avoir un entraînement minimaliste où on ne se pose pas trop de questions, eh ben ne t'en fais pas. Tant que tu travailles en étant relativement proche de l'échec musculaire, que tu travailles tes muscles ou tes mouvements 2 fois dans la semaine, que tu mets en place une surcharge progressive, que ta récupération est bonne, que tu fasses attention aussi à ta consommation de calories, notamment ta consommation aussi protéique, d'avoir au moins 1,5 g à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, et ben tu vas très bien progresser à la fois en masse musculaire et également en force. Donc voilà ma réponse concernant ta question. Alors, si utiliser une barre guidée te fait moins mal, il y a des chances que peut-être tes douleurs soient dues à la manière dont tu travailles, la manière dont tu exécutes ce mouvement. Alors, lorsqu'on fait des exercices de souplesse pour les ischios avec un dos qui est droit ou neutre, comme par exemple lors des good morning, ben c'est vraiment important de ne pas avoir de degré de flexion. C'est important soit d'être neutre, soit d'être en extension, d'avoir une antéversion du bassin. Et ça, c'est des facteurs qui sont vraiment très importants. Après, la distribution du poids peut également être importante. Et donc, à ce moment-là, au lieu de faire des good morning,
tu peux faire, imaginons, des variations de soulevé de terre roumain où tu auras donc un dos droit, où tu auras la charge au niveau de tes mains et où tu vas juste légèrement plier tes genoux. Dans certains cas, c'est aussi un exercice que tu peux faire avec les jambes tendues, ce qu'on appelle le stiff-legged deadlift. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est compatible par rapport à tes objectifs. Autre chose que tu peux mettre en place, donc comme je t'avais dit, ce sont les good morning à une jambe. Et par la suite, ça peut être aussi tout le travail unilatéral. Par exemple, le travail de pike unilatéral. Par exemple, tu vas prendre une table, tu vas poser une jambe sur cette table, tu vas la garder tendue, tu vas juste utiliser un petit poids et tu vas te pencher vers cette jambe-là. Et puisque toute l'intensité sera mise sur une jambe, tu n'auras pas besoin de mettre beaucoup de poids, ce qui va mettre ton dos finalement dans une position qui est plus simple. Et donc à ce moment-là, il s'agira simplement de faire davantage de répétitions dans cette position-là afin de progresser. Donc je pense que déjà avec ça, tu as déjà pas mal d'idées à mettre en place. Et après, comme tu as pu le voir aussi dans les programmes, il s'agira simplement de mettre en place par exemple 2 entraînements par semaine, travailler avec une intensité qui est suffisamment forte sans que tu aies mal et faire en sorte de mettre en place une surcharge progressive pour que ton corps puisse continuer à progresser. Mais surtout aussi lorsqu'on travaille les ischios, les points techniques sont très importants et vraiment cette antéversion du bassin va te permettre de bien recruter les ischios et aussi faire en sorte que... Alors excuse-moi, je vais faire la suite de la vidéo avec mon portable parce que la vidéo actuelle a été coupée juste à la fin parce que j'avais juste plus de place sur ma carte mémoire. Donc je disais que l'antéversion du bassin, elle est très importante parce que c'est elle qui permet de bien recruter les ischios et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de compensation au niveau du dos. Parce que ce qu'on essaie en fait d'améliorer la souplesse au niveau des ischios, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer la flexion de hanche, c'est-à-dire de pouvoir rapprocher notre torse de nos jambes ou nos jambes de notre torse. Et si l'antéversion du bassin n'est pas bien mise en place, eh ben généralement on aura tendance à créer cette amplitude en courbant le dos au lieu de réellement créer une amplitude au niveau des hanches. Parce que les ischios ont été bien recrutés. Donc c'est pour ça que ça c'est très important dès que tu vas faire l'exercice pour améliorer la souplesse de tes ischios.